Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Business School, on avait envie de s'intéresser à un sujet un petit peu glissant, mais qui est pourtant très important dans l'enseignement supérieur. C'est la question des écoles de commerce et de l'ouverture sociale, c'est-à-dire le fait que les écoles s'ouvrent à des publics qui sont plus variés, socialement parlant. Alors, il faut bien savoir que le monde des grandes écoles, déjà, a intéressé et continue d'intéresser beaucoup de sociologues. Le pape de la sociologie sur ce sujet-là, c'est bien entendu Pierre Bourdieu, qui a publié en 1989 un ouvrage qui s'intitule « La noblesse d'État », dans lequel il tente de souligner en fait, la reproduction sociale qui a lieu dans ces grandes écoles. La reproduction sociale, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement le fait qu'une position sociale se transmette d'une génération à l'autre comme un héritage. Et la grande école joue un rôle majeur puisqu'elle permet de confirmer scolairement et professionnellement cette position sociale. Plus précisément, il étudie 4 grandes écoles. HEC, Polytechnique, ENA et Normal Sup, et il montre en fait que ces établissements sont de vraies machines à reproduction des élites, parce que très peu d'élèves issus de milieux modestes y ont accès. Et les élèves qui intègrent ces formations ne viennent que renforcer un stock de capital économique, social et symbolique qu'ils avaient déjà. Du coup, on peut se demander si 30 ans après, est-ce que la situation a évolué? Est-ce que c'est encore un cliché? Est-ce que les écoles de commerce sont encore des écoles pour fils à papa? Quand on s'intéresse à la question de l'ouverture sociale, on a un instrument qui est le taux de boursiers sur critères sociaux. Alors c'est un outil national qui est assez objectif et basé sur les revenus des parents, le nombre des frères et sœurs dans le foyer fiscal et la distance entre le lieu d'études et le domicile des parents. C'est un outil qui permet de faire des comparaisons entre les différentes formations à l'échelle du pays. En France, parmi toutes les formations confondues, il y a 37% de boursiers. Plus précisément, ils sont 40% à l'université, 29% en classe préparatoire et en école de commerce, le taux chute à 14%, ce qui place cette formation au dernier rang de la course à l'ouverture sociale. Attention, la question des bourses est un instrument à manier avec précaution pour 4 raisons principales. Premièrement, les étudiants boursiers en école de commerce sont en très grande majorité des boursiers aux échelons les plus bas, 0 bis, 1 et 2. Et la formation en école de commerce regroupe le moins d'élèves aux échelons les plus élevés, 5, 6 et 7. Deuxièmement, il est assez compliqué de trouver le taux exact de boursiers par école. Il semblerait que ces dernières préfèrent communiquer davantage sur les moyens de l'ouverture que sur le résultat. Troisièmement, la notion même de boursier est à prendre avec des pincettes. En effet, les écoles y intègrent parfois des élèves qui ne sont pas boursiers du Crous, mais qui bénéficient d'autres types de bourses, par exemple une bourse de fondation ou une bourse privée. Et enfin, quatrièmement, on a parlé de 14% de boursiers en école de commerce, mais attention, parce que sous ces 14%, on regroupe l'ensemble des écoles qui sont reconnues par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est donc un ensemble très peu homogène. Par exemple, à l'ESSEC, il y a 12% de boursiers. Ils sont 23% à Audencia et 33% à Strasbourg. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur en France, on parle de plus en plus d'ouverture sociale. Et il semblerait en effet que les écoles de commerce tentent d'y répondre à travers diverses mesures. Plus précisément, depuis les années 1980 en France, on encourage des politiques de mixité sociale. En fait, c'est l'adaptation française du principe de discrimination positive qui est apparu aux États-Unis dans les années 60 pour aider les populations ethniques à accéder à l'université. La Conférence des grandes écoles, qui regroupe en France plus de 200 grandes écoles, aussi bien de commerce mais aussi des écoles d'ingénieurs, a signé en 2005 une charte d'égalité d'accès aux formations d'excellence. En fait, les écoles n'ont pas vraiment le choix, ce serait se tirer une balle dans le pied. Imaginez McDonald's qui ne respecterait pas la loi environnementale sur l'interdiction du plastique. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose pour les écoles. Elles doivent avancer dans l'air du temps, elles doivent suivre la tendance générale, et il semblerait que ce soit leur motivation principale pour s'ouvrir socialement. Les écoles ont donc mis en place 3 types de mesures. Premièrement, le tutorat lycéen. Alors, c'est l'ESSEC qui a été pionnier en la matière puisqu'en 2002, l'école a créé un programme d'égalité des chances appelé Une grande école, pourquoi pas moi, qui a pris la forme d'un tutorat étudiant-lycéen hebdomadaire. Et en 2008, le ministère de l'Enseignement supérieur a repris l'initiative en créant le label La Cordée de la réussite pour généraliser ces pratiques à l'ensemble des grandes écoles. Deuxièmement, l'élargissement des recrutements. Même si la voie royale pour intégrer une grande école reste la prépa ECE ou ECS, le fait d'avoir ouvert des places en voie technologique a permis d'augmenter la quantité et la diversité de candidats.
Au-delà des concours, les admissions parallèles permettent de recruter des étudiants qui ont des formations beaucoup plus diverses, BTS, DUT, licence ou encore master. Et en général, ce sont des étudiants qui ont des profils sociaux plus variés et moins favorisés que ceux des classes préparatoires. Et enfin, troisièmement, l'aménagement des frais de scolarité. Alors, il faut savoir que les frais de scolarité ont considérablement augmenté, plus 70% en 10 ans. Et pour la rentrée prochaine, le coût moyen d'un programme grande école a dépassé les 40 000 €. Pour éviter que l'argent ne soit une barrière, les écoles pratiquent des exonérations partielles des frais de scolarité. Mais encore une fois, la situation varie vraiment d'une école à l'autre. Par exemple, à HEC, un étudiant boursier échelon 7 aura la gratuité totale des frais de scolarité, mais il devra quand même débourser 7 000 € de frais administratifs pour l'ensemble du programme. Deuxième exemple, à Neomas, le même étudiant, donc un étudiant boursier échelon 7, ne devra payer que 45% des frais de sa première année, mais il devra payer la deuxième, la troisième, etc. Et pour les étudiants aux échelons les plus bas, l'exonération est de l'ordre du symbole. En effet, généralement, ils ont une réduction de 5 à 8%, et ce, uniquement pour la première année. D'ailleurs, la seule qui propose une exonération totale des frais pour les étudiants boursiers, et peu importe leur échelon, c'est IMTBS, l'une des seules écoles publiques. Il existe aussi des fondations internes aux écoles qui permettent d'accorder des bourses aux étudiants qui ne seraient pas éligibles sur critères sociaux. Le prêt bancaire étudiant reste une solution très courante. Il existe en effet un grand nombre de partenariats entre les écoles et les banques qui proposent des prêts aux conditions très avantageuses, ce qui participe d'ailleurs au phénomène de banalisation de l'endettement étudiant. Et enfin, il y a la solution de l'apprentissage qui permet de financer ses études tout en bénéficiant d'une expérience professionnelle. Si maintenant on s'intéresse au vécu concret des étudiants aux origines modestes qui ont pourtant réussi à intégrer une grande école, on se rend compte que la question des écarts sociaux persiste. Et ça se vérifie encore plus dans le haut du classement. En effet, plus les écoles sont hauts, plus elles sont sélectives et plus elles sont homogènes socialement. À HEC, seulement 5 prépas d'Île-de-France remplissent un tiers de la promo de première année. En fait, il faut bien garder en tête que l'admission à l'école n'efface pas les inégalités économiques et sociales. D'abord, les étudiants les moins favorisés socialement n'ont pas forcément la maîtrise des codes et des comportements à adopter en école, tout simplement parce que c'est un environnement nouveau pour eux. Ces étudiants aux origines modestes sont ce qu'on appelle des transclasses, c'est-à-dire des individus qui voyagent d'une classe sociale à l'autre. Beaucoup de sociologues ont étudié en fait ce phénomène et on peut distinguer 3 pratiques différenciantes. Premièrement, le rapport à l'argent. Un prêt étudiant peut rendre parfois nécessaire un job étudiant, ce qui va forcément donner lieu à des sacrifices. L'argent est donc une première barrière concrète. Plus encore, certains étudiants modestes reconnaissent qu'ils ont choisi des secteurs plus sûrs, plus rémunérateurs, comme la finance ou le conseil par exemple, alors qu'ils auraient préféré se lancer dans l'entrepreneuriat. Deuxièmement, le rapport au cours. Les étudiants les moins favorisés socialement ont tendance plus que les autres à conserver des habitudes très scolaires et il est difficile pour eux de les abandonner. On attend d'eux un comportement beaucoup plus managérial et pourtant ils ne sont pas forcément prêts à ce changement. Troisièmement, la question du comportement social aussi est majeure. En effet, les étudiants ne sont pas égaux face à la capacité à créer et entretenir son réseau. Si on regarde les associations étudiantes par exemple, il y a une vraie stratification sociale selon l'origine des étudiants. Et pour intégrer l'une des associations les plus prestigieuses, c'est impossible si on ne connaît pas un tel ou un tel qui est déjà dans l'association. En fait, la rentabilité du diplôme n'est pas la même pour un élève moins favorisé et un élève qui serait privilégié, puisqu'il y a déjà la connaissance des codes et des savoir-être en école. La connaissance de telle personne, le choix de tel stage ou l'appartenance à tel réseau sont des éléments qui, mis bout à bout, jouent clairement sur la rentabilité du diplôme. D'ailleurs, si cette thématique vous intéresse particulièrement, je vous invite à aller consulter les travaux de recherche des sociologues tels que Hugues Draélan, Anne Lambert, Arnaud Pierrel ou encore Paul Pasquali. Pour conclure, on a vu que les écoles avaient effectivement mis en place un ensemble de mesures pour ouvrir leurs portes sociales, mais ça reste très marginal et le chemin est encore long. Plus on est haut dans le classement, plus ces mesures font penser davantage à des réponses à une injonction sociétale et non pas à un vrai changement de fond. D'ailleurs, les écoles, n'oublions pas qu'elles doivent communiquer sur des enjeux sociétaux afin de conserver dans la société une légitimité et une reconnaissance sociale. Les écoles n'hésitent pas à instrumentaliser les dispositifs mis en place dans leur stratégie de communication, alors que si on regarde vraiment concrètement, les vécus et les trajectoires sont encore très socialement hiérarchisés selon le milieu social. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que la mixité sociale devrait être un des objectifs de l'école, au même titre que l'international, la recherche ou les alliances avec d'autres écoles. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'ascenseur social doit être présent dans une société pour éviter que des castes de privilégiés se perpétuent. Et donc c'est le rôle de l'école que de permettre à des élèves de
tous les milieux sociaux d'accéder aux formations d'excellence. Ce changement sociétal pourrait s'opérer dès les concours. Pourquoi, par exemple, ne pas instaurer des épreuves différenciées pour contrer le caractère discriminant de ces dernières? En fait, le vrai problème se situe bien en amont des écoles de commerce. C'est l'école, avec un grand E, l'institution qui est reproductrice. Et dans ce cas, il faudrait agir bien plus tôt, au niveau de l'école primaire, parce que les inégalités de départ sont les plus difficiles à rattraper. La France est un pays où la reproduction sociale passe essentiellement par l'école. Si l'État et les grandes écoles œuvraient ensemble pour que la mixité sociale ne soit plus seulement une utopie, alors oui, le tandem grandes écoles et ascension sociale pourrait fonctionner.